Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de commencer cette séance de communication libre. Comme vous le savez, les séances de communication libre sont très importantes dans la vie de l'Académie car elles permettent à des collègues ou à des futurs collègues académiciens de s'exprimer. Cette communication, pour chacun d'entre eux, étant le prélude à une éventuelle candidature. Ceci étant dit, nous avons aujourd'hui des sujets extrêmement variés et qui n'ont pas de relation directe entre eux, sauf les premiers qui sont faits par une équipe méridionale de chirurgiens dermatologues, Madame Blatière de Montpellier et Monsieur Guillot de Bordeaux. Avant de commencer la séance, je dois vous faire part du décès de notre collègue académicien Jean Caddy, survenu vendredi dernier, qui sera enterré la semaine prochaine dans l'Oise, jeudi prochain. Jean Caddy était un fidèle, nous le voyions souvent aux séances du mercredi à l'Académie. Il a fait l'essentiel, il a fait toute sa carrière à Paris. Après un clinica très riche à la Pitié-Salpêtrière, il s'est installé de l'autre côté de la rue, à la clinique de Geoffroy Saint-Hilaire, où il a exercé jusque très, très récemment. Il a eu une très grande activité de chirurgie viscérale. À la fin de son activité, comme beaucoup de chirurgiens viscéraux, il s'est orienté préférentiellement vers la chirurgie bariatrique. Un de ses amis, également membre de l'Académie et fidèle de notre compagnie, Bernard Cron, va dire quelques mots à son sujet. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens devant vous parce que c'est plus de 60 ans de vie médicale et chirurgicale et d'amitié qui part avec lui. C'est une page qui se ferme, mais le livre de notre amitié reste ouvert. Et je voudrais dire un petit mot sur ce que vous ne connaissez pas de cet homme, qui était à la fois très rugueux pour ceux qui ne le connaissaient pas, et extrêmement amitié et fidèle dans ses relations avec les gens de son entourage. Je l'ai connu lorsqu'on était en haut de l'affiche du PCB. Nous n'étions pas sortis d'une famille médicale, nous ne savions pas quel avenir nous attendait, et on a eu des demandes pour aller dans une sous-colle avec des fils de patron pour préparer l'externat et l'internat. Nous ne savions pas qu'il fallait, en dehors des études de médecine, faire des concours, car on était des béotiens à cette époque-là. Et lui, le plus brillant, a été élu dans la botte du premier concours de l'externat. Je crois qu'il a été deuxième au premier concours d'internat. Il avait 22 ans. Ça lui a permis de faire un internat exceptionnel, puisqu'il a été chez Thomeray, chez Hebb pour les voies biliaires, chez Lorca Jacob pour l'œsophage. Et je l'ai ensuite retrouvé chez Mercadier, l'année qui a suivi la greffe du cœur par Christian Cabrol et l'année où le service faisait la première greffe du foie. Et nous avons travaillé ensemble pendant 6 ou 7 ans, au moins 4 fois par semaine, parce que nous avons écrit ensemble, car en même temps, il y avait les concours d'anatomie. Nous avons écrit le Caddy et Cron, pour lequel beaucoup d'étudiants ont travaillé jusqu'à la réforme. Pour le reste, le président m'a demandé à la rentrée de faire son éloge, donc je vais en rester là pour aujourd'hui et lui dire que c'est vraiment une page qui se tourne, mais on ne l'oubliera jamais. Merci beaucoup, Bernard. Avant de donner le compte-rendu de la séance de la semaine dernière, Hubert Joannet, notre secrétaire général, va vous dire un petit mot. Oui, il est d'usage que le secrétaire général rapporte les informations reçues à l'Académie. Alors, ça n'a rien à voir avec la partie précédente, mais la CNAM a décidé de prendre en charge tous les forfaits pour les infirmières libérales, pour la surveillance clinique des patients, les ablations de sondes urinaires, les cathéters antalgiques, etc. Alors, pourquoi ça nous a paru important de vous en informer? C'est que
Vous savez que les durées d'hospitalisation se réduisent progressivement avec l'ARAC et de plus en plus de patients sont suivis en ville par les infirmières libérales. Or, il y avait des problèmes de prise en charge, ne serait-ce que pour la tension des patients, etc. Et la CNAM a bien pris conscience de cette évolution de la chirurgie dans toutes ses spécialités. Et donc, je crois que c'est un élément qui va nettement favoriser la prise en charge des patients et encore l'améliorer. Voilà, Monsieur le Président. Maxime Ross, notre secrétaire annuel, va vous présenter le compte-rendu de la séance de la semaine dernière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la semaine dernière, nous avons reçu CHAM pour une séance sur le risque chirurgical en Europe et innovation en management des risques sous la coordination de Mélanie Autran. Première présentation par Mélanie Autran, risque chirurgical en France, les chiffres clés et aspects médico-légaux. Suite à l'annonce d'un dommage, les différentes voies sont la gestion directe lorsqu'il s'agit d'un simple grief, la gestion conjointe avec l'assureur en responsabilité civile lorsqu'il s'agit d'une demande indemnitaire ou lorsqu'il y a une plainte pénale, la défense personnelle avec l'assistance de l'assureur en protection juridique. Parmi tous les dossiers recensés, la proportion habituellement retenue de responsabilité civile est de 20 à 30%. Parmi celles-ci, 65% sont réglées à l'amiable, 30% ont recours à la commission de conciliation et indemnisation et moins de 10% ont abouti à un contentieux. L'orthopédie a la plus grande fréquence de responsabilité retenue, 45%, la neurochirurgie, la plus grande gravité, 35%. Parmi les griefs déclarés, la technique opératoire représente 35% des cas, mais la responsabilité est retenue dans 25% des cas. On note un sujet transversal majeur qui est le défaut d'information. Questions et commentaires du vice-président Henri Coudane. Concernant la chirurgie orthopédique, quelles sont les modifications juridiques de la responsabilité pénale? Deuxièmement, dans les déclarations étudiées, existe-t-il encore des erreurs de côté? Troisièmement, au regard de l'information, quid du délai de réflexion? Alors tout d'abord, il y a peu de mise en cause et de reconnaissance de la responsabilité même des chirurgiens, parce qu'il faut pouvoir montrer le chef d'accusation et pouvoir, prouver que le chef d'accusation s'est bien et bel produit. Concernant la nature des fautes, ce sont des notions d'implication, de maladresse, de manque d'attention, ce qui est en général quand même peu le cas lorsque les praticiens sont impliqués auprès de leurs patients. Il existe effectivement encore et toujours des erreurs de côté et bien entendu du fait de checklists qui sont réalisées beaucoup trop rapidement. Enfin, le délai de réflexion n'est pas prévu par la loi, c'est plus la jurisprudence qui a œuvré en ce sens. Et pour une intervention urgente, pour une intervention non urgente, on considère un délai de minimum 1 mois. Question de Bernard Cron. Concernant les aides opératoires qui ne sont pas des infirmières de bloc diplômées d'État, quel est le risque de continuer à opérer avec ces personnes? Ce qui peut aboutir à une reconnaissance de responsabilité au niveau civil, c'est que l'organisation ne soit pas suffisamment performante alors qu'il y avait une possibilité d'être plus performante. Si une infirmière, qui n'est pas une infirmière de bloc diplômée d'État, travaille dans des conditions satisfaisantes et qui ne mettent pas en danger le patient, vous pouvez continuer à œuvrer avec elle. Question d'Albert-Claude Benamou, notre vice-président. Avez-vous observé une augmentation de la judiciarisation, un peu à la mode américaine? Nous avons vu une augmentation très modérée entre 2018 et 2019. Les augmentations sont en général liées à des contextes médiatiques globaux, mais qui sont toutefois limités dans le temps. Par exemple, la vague obstétrique en 2015 ou l'histoire sur les prothèses PIP. Frédéric Fuse de Barcelone, panorama du risque chirurgical en Espagne et en Italie. En Espagne et en Italie, et comme dans d'autres pays européens, l'assurance n'est pas obligatoire pour les professionnels de santé. Le système de santé espagnol est régionalisé et chaque région a d'ailleurs un ministre de la Santé. Les centres de soins primaires sont très puissants et se dirigent ensuite vers les hôpitaux, ce qui est intéressant, qui n'est pas en fait le cas de l'organisation initiale française. Et connaître ce système peut être intéressant par rapport au développement progressif justement des GHT en France. 35% du total des réclamations concernent la chirurgie, orthotraumato, gynéco-obstétrique et digestif en représentent 60% du total. Les principales causes de plainte sont les facteurs d'équipe et d'exécution des tâches, à savoir 60% organisation, supervision et planification de ces tâches. Une des particularités de l'Italie, c'est la judiciarisation importante qui a été à l'origine d'une fuite d'assureurs et du développement d'une médecine dite préventive, c'est-à-dire de traitement et de réalisation d'examens en excès. Question de Philippe Marr. Commentaire. L'Académie est très intéressée par les questions concernant la nécessité d'organiser correctement le bloc opératoire et de veiller à une excellente communication entre tous les intervenants. Albert-Claude Benamou. Comment réussissez-vous à induire des valeurs de risk management
venant de la culture française dans ces autres pays. Réponse de Pierre-Yves Antier. Nous avons essayé d'exporter un savoir-faire tout en s'adaptant localement. Tous nos sinistres sont codifiés de manière analogue sur tout le territoire européen, ce qui donne des éléments de comparaison et de benchmark pan-européens. Notre secrétaire Hubert Joannet, vous avez parlé de collèges de spécialité régionale en Espagne. Pouvez-vous développer? Ces collèges sont proches des conseils de l'ordre des médecins. Ce ne sont pas des sociétés savantes. Ils sont chargés de regrouper et de défendre les intérêts d'une profession, dont le fait par exemple d'offrir une police d'assurance. Communication d'Éric Vibert. Apprendre de ses erreurs en chirurgie. En 1994, le JAMA donne une définition de l'erreur. Il s'agit d'un acte involontaire ou volontaire qui n'a pas permis d'améliorer la qualité ou la quantité de vie d'un patient. L'orateur nuance ceci en précisant que certaines erreurs ont permis aussi de grandes avancées, telles pour sa spécialité la bipartition hépatique. Sont présentés les différents biais cognitifs qui donnent une mauvaise interprétation de la réalité, que ce soit en préopératoire, le biais d'ancrage, de confirmation, de halo, l'effet Dunning-Kruger qui correspond à un biais de surconfiance, ou en péropératoire, l'effet tunnel. Visant à limiter les erreurs, est alors présenté le projet d'un bloc connecté intégrant les composantes facteurs humains, Internet des objets et stockage des données. Question, Hubert Joannet. Les aléas sont exceptionnels. Il y a toujours une cause à une complication chirurgicale. On ne la trouve pas toujours, mais encore faut-il la chercher. Albert-Claude Ménamou, la prévention de la faute, c'est la prise de conscience de l'erreur. Votre système cherche à comprendre l'erreur. Dans quelle mesure ces blocs pourront apporter des réponses, du fait probablement du deep learning qui permettra de produire maintes fois les erreurs, ce que bien entendu ne peuvent pas faire les praticiens. Commentaire de Jacques Belghiti, la volonté de comprendre l'erreur est fondamentale lorsqu'on voit les améliorations majeures en termes de morbimortalité apportées par exemple avec la checklist, ce bloc-là est peut-être une des étapes suivantes à considérer. Georges Romero, innover en management des risques, la démarche de Cham, groupe Reliance. Un événement indésirable surgrave survient tous les 5 jours dans un service de chirurgie de 25 lits. Sur l'ensemble des effets indésirables graves recensés, 82% seraient évitables. Les 4 principales causes qui en ressortent, selon la méthode dite alarme, sont la communication, 30%, l'état de santé du patient, 24%, la compétence qualification, 17%, et enfin l'organisation, 15%. Le management des risques vise à éviter la survenue d'un accident ou d'en diminuer les conséquences. Il faut s'appuyer sur un triptyque: prévention, détection, atténuation. Cela nécessite tout d'abord une analyse méthodologique des sinistres, suivie de la mise en place d'un plan d'action. Le facteur humain est essentiel et doit être considéré comme inévitable. Il y a malheureusement un grand manque de formation initiale et continue qu'il faut pouvoir combler. Question de Philippe Marr, commentaire. On retient l'absence de sensibilisation suffisante envers nos collègues. Par ailleurs, les prévisions mathématiques n'ont de valeur que si le point de départ est solide et fondé. Il ne faut pas se fourvoyer dans des méthodes purement mathématiques, mais laisser à l'être humain ses libertés. Commentaire de Jean-Pierre Rosenbaum. Vous avez évoqué le facteur humain et la façon de combler ces problèmes par une systématisation technique, l'appui de l'intelligence artificielle et du deep learning. Pour reprendre l'analogie entre aviation et chirurgie, on se souvient de l'amérissage sur la baie d'Hudson. Le pilote avait sauvé tous les passagers de par son initiative personnelle, alors que les calculs indiquaient le contraire. Il ne faut pas chercher à suppléer ce facteur humain, alors qu'il doit rester un paramètre incompressible. Il est indispensable, effectivement, en réponse, d'améliorer la technologie au service de l'humain. Il y aura toujours la situation que l'on n'a pas prévue. Ce qui est important, c'est le retour d'expérience. Pour lutter contre les biais de tunnelisation, c'est-à-dire que l'on reste focus sur ce que l'on est en train de faire, mais si une machine nous dit que c'est ce que l'on doit faire, encore faut-il pouvoir s'extirper et réfléchir et analyser ce que nous dit la machine. C'est ce qu'on appelle partager la conscience de la situation avec le reste de l'équipe. Commentaire de Richard Villet, quand on cherche à réduire les risques, on arrive à une asymptote. Il devient encore plus difficile de continuer à les réduire. Reste toujours le facteur humain. Nous n'avons pas suffisamment évoqué l'autocritique et pour citer Oscar Wilde, l'expérience, c'est le nom que donne chacun à ses erreurs. Enfin, dernière présentation, une discussion entre Björn von Siemens et Pierre-Yves Autier autour d'une application technologique au bloc opératoire présentant le partenariat entre la mutuelle et une entreprise jeune. Certains domaines comme la sécurité, l'aviation, l'athlétisme sont devenus de plus en plus digitalisés et les évaluations reposent sur l'analyse d'images, de vidéos. Et présenter donc une solution captant l'intégralité des données du bloc opératoire avec aussi vidéo chirurgicale et liée aux données du patient péropératoire mais aussi hors du bloc opératoire. Ceci permettant d'obtenir une vue d'ensemble dans un but de collecter des données visant, via leur analyse, semi-automatisée et dont l'automatisation progressera dans le futur, à réduire la variabilité chirurgicale, les risques et améliorer les résultats.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime.